Hey, bonjour, c'est Pablo Mira. Hein, évidemment, vous savez que c'est moi, puisque vous avez cliqué, j'imagine, sur une vignette avec marqué Pablo Mira quelque part. Comme évidemment, je suis narcissique, vous connaissez la base de mon existence. On y reviendra plus tard. Vous avez cliqué sur Pablo Mira, tant mieux, ça m'arrange. Même si ce podcast est absolument pas monétisé, hein, pas pour l'instant. J'essaye de faire des choses quand même qui ne sont pas dans un but commercial et marchand. Hein. Même si évidemment ça va venir. Hein. L'idée, évidemment, c'est d'engranger des quichetas, comme on dit. Comment vous allez? Dites-le moi, parlez à votre ordinateur, à votre smartphone. Hein. Dites-moi comment vous allez. Évidemment, je ne vous entends pas, donc ça servait à rien de me dire comment vous alliez. Non, plus sérieusement, j'espère que vous allez bien, que vous vous amusez bien, que c'est pas trop la dèche, que vous êtes reposé ou pas. Je ne sais pas si vous avez pris des vacances. Vous ne me parlez pas assez. On se parle plus. Hein. Déjà, vous me regardez plus comme avant. Je me sens pas désiré. Hein. Dans mes formes, dans mon esprit. Hein. À une époque, je vous plaisais. Hein. Maintenant, vous êtes là, vous écoutez ça comme ça, en fond, hein, parce que visiblement, c'est un podcast de fond, comme tous les podcasts qui servent de fond sonore. Ça, je crois que je l'ai évoqué lors du dernier épisode. Comment je vais, moi? Parce que le but de 168, évidemment, c'est de parler des 168 dernières heures qui se sont écoulées dans ma vie, essentiellement. Hein. Si vous voulez raconter ce qui s'est passé dans votre vie, bah, vous lancez votre 168 à vous. Non, ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui s'est passé dans le monde qui m'a un peu interpellé, sur lesquels j'ai des choses à dire, plus ou moins intéressantes, plus ou moins vraies, parce que j'ai pas vocation à avoir raison sur tout. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé ces 168 dernières heures pour moi? De l'ennui, beaucoup d'ennui, des palettes et des palettes d'ennui. Pourquoi? Car j'étais en vacances. Ça, c'était terrible. On va en parler hein, des vacances et tout ça. Ce qui s'est passé aussi ces 168 dernières heures, bah, c'est que j'ai reçu énormément de commentaires. Énormément. Le mec, il va bien se calmer. Il en a reçu une petite centaine. Hein. Non, peut-être 200, j'en sais rien. Mais pas mal, mine de rien. Divers et variés. Parce que j'ai commencé à faire la promo de 168. Parce que pour tout vous dire, au début, j'avais honte de ce podcast. Ouais, je me confie. C'est là que je devrais mettre une petite musique de violon, mais je vais pas en mettre parce que ce podcast, je rappelle, n'est pas monté, n'est pas mixé, est vaguement préparé. Hein. L'idée, c'est on sort ce qu'on a sur le cœur à propos de sujets qui nous parlent. Non, mais en gros, j'ai reçu pas mal de commentaires parce que j'ai fait la promo donc de ce podcast, promo que je n'ai pas faite pendant un mois alors que ce podcast existait parce que j'avais honte. J'avais un peu honte de ce podcast car il n'était pas assez préparé selon moi. Et venant quand même d'écoles de comédie, d'humour, que ce soit ce que tu veux, France Inter Quotidien, La Seine, Le Grand Journal, Le Gorafi, il faut que les choses qu'on présente au public soient chiadées, taillées, retaillées et re-retaillées encore. Et, et ce podcast est genre à l'opposé total de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'étais un peu déstabilisé. Je me suis dit, voilà, attends, ça vaut le coup de présenter ça. Et pour tout vous dire, un pote m'a dit, tiens, écoute d'autres podcasts. Et j'écoutais. Et c'était genre avec le même degré de non-retravaillage, on va dire, mais qui faisait que c'était très spontané, au fait, et que c'était un peu plus authentique que les autres formats. Donc je me suis dit, oh bah tiens, fais-le. Et donc j'ai commencé à en faire la promo, et donc naturellement, j'ai reçu des retours. Alors il marche pas trop mal. Le podcast et ça c'est cool. Ce qui a ouvert dans ma tête un nouvel enfer qui est là depuis des années, qui est le fait de regarder les chiffres, les classements, les choses comme ça pour savoir si on est bien, quoi, si on marche. Ça, j'ai découvert ça avec quoi? J'ai découvert ça avec le Gorafi en 2012. Le Gorafi, c'est sur Internet. Donc les outils de mesure, c'est quoi? C'est Google Analytics et tout ça. Et on peut mesurer l'audience, le nombre de pages vues et tout. Et on devient mais accro à ce truc. Et c'est l'enfer. C'est tout ce que je voulais pas pour 168. Je voulais juste ouvrir le micro, appuyer sur Rec, avoir dit tout ce que j'ai à dire et réappuyer sur Rec pour arrêter l'enregistrement et le balancer et sans s'occuper des retours. Et là, je commence à regarder les chiffres. Donc j'essaye de résister à cette tentation. Déjà, je lis les commentaires. Bon, c'est pas mal. Mais je vais essayer de ne pas céder à l'appel de la mesure de l'audience, hein, pour savoir si, hein, est-ce que j'ai été meilleur que Guillaume Meurice ou pas. Hein. Bref, ce qui nique le quotidien.
évidemment, puisque ça fait rentrer dans un esprit de compétition qui me ravage de l'intérieur au même titre que le diabète. Non, sinon, il y a eu évidemment des retours. Alors, je vais être honnête, bon, les retours sont plutôt positifs, ça fait plaisir. Et puis, il y a des retours qui sont plus ou moins utiles, plus ou moins techniques, plus ou moins détaillés et plus ou moins contraires. Par exemple, la durée. La durée, bon, pour le premier épisode de 168 faisait 45 minutes, et après les suivants ont fait à peu près 30 minutes. Il y a des gens qui m'ont dit c'est trop long, on veut que ça aille plus vite. D'autres m'ont dit c'est pas assez long, on en veut plus. Et donc il y a tout et son contraire. Donc en gros, je vais garder la durée que j'ai envie de garder pour chaque épisode. Si ça tourne autour d'une demi-heure, ça tourne autour d'une demi-heure. Et si vous trouvez que ça commence à être trop long, vous appuyez sur stop et puis vous mettez un autre podcast. Et si vous trouvez que vous n'en avez pas assez, et ben vous réécoutez tous les autres épisodes. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme retour? J'ai eu le côté on a envie d'échanger avec toi. Alors, attention, ce n'est pas un podcast d'échange. On est vraiment sur un monologue intérieur qui se transforme en son qui rentre dans un micro de qualité, hein, tout ça en note de frais évidemment. Euh, et je vous dis ce que j'ai sur le cœur, ou sur l'esprit, ou sur que sais-je. Et puis comme ça, vous savez à peu près ce que je pense. Et si ça vous intéresse, ou que les petites blagounettes qu'il peut y avoir de temps en temps vous font marrer, tant mieux. Voilà, mais on n'est absolument pas sur un format de l'heure des pros, Pascal Pro, sur de l'échange. Hein, voilà, je parle, vous écoutez, et vous me donnez des écoutes, c'est tout. Non, mais en vrai, voilà, j'avais pas envie d'un format d'échange. Même on m'a dit, tu devrais faire un podcast avec un autre humoriste et tout ça. J'ai l'envie, mais absolument pas pour 168. J'ai envie que cet exercice-là soit genre seul, face à soi-même, brut, et on dit vraiment, on essaye de creuser le fond de sa pensée et de dire ce qu'on a à dire, peu importe que ça plaise ou pas aux gens. C'est un peu le pitch j'ai dit le pitch, et ça me dégoûte. Je me dégoûte en utilisant ce genre de terme. Non, mais de dire ce qu'on a sur le crâne, et peu importe que ça plaise ou non. Ça, c'est ma part du boulot pour ce podcast. Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas aimé certains trucs que j'ai dit dans certains épisodes. Et c'est très bien aussi, comme ça. Tant que les gens me le disent poliment et m'insultent pas, enfin, ils pourraient m'insulter. J'en aurais un peu rien à foutre aussi. Mais non, tant que c'est dit poliment, je cherche pas à ce que les gens soient d'accord avec moi. Et d'ailleurs, s'ils sont choqués, déçus, dans l'incompréhension d'un point de vue que je peux avoir sur n'importe quel sujet, et qu'ils n'ont plus envie d'écouter ce podcast, eh bien, ce n'est pas grave, mes amis. Nos routes se séparent. Et par contre, pour ceux qui me rejoignent, bienvenue. Bienvenue dans tout ce qui est miraterie. Hein, allez-y, prenez des cookies. Non, en vrai, peu importe. L'idée, c'est un peu de s'affranchir du jugement des autres, et c'est un travail de tous les jours, comme le fait d'arrêter de parler de manière hachée quand je commence un podcast et j'imite Nagui à Taratata, et c'est un fléau. Euh, non, sinon, quoi d'autre vous dire à propos de 168? Non, j'ai réfléchi un peu cette semaine à ce podcast, et j'ai vraiment envie que ça devienne une zone où on balance un peu ce qu'on a envie de dire sur des sujets sur lesquels on ne peut pas s'exprimer naturellement ailleurs, que ce soit les formats de chronique. Par exemple, en 2-2, j'adore en 2-2. C'est un format que j'adore faire. C'est une écriture qui est extrêmement drôle à faire. C'est un nouvel exercice. C'est de la narration. Et j'aime beaucoup ça. Mais il y a des choses que je ne peux pas raconter dans 2-2, alors que c'est vraiment un format sur lequel je suis, on va dire, totalement libre d'un point de vue éditorial, dans le sens où je suis le seul à décider de ce que je dis et ce que j'assume et machin. Il y a genre absolument personne, il n'y a pas de producteur, pas de chaîne, pas de direction éditoriale, quoi, rien du tout. Je dis ce que j'ai envie de dire. Mais le format en lui-même, les sujets qui sont compatibles avec l'exercice de en 2-2, c'est-à-dire des histoires, il faut raconter des histoires, me permet pas de parler de tout ce dont j'aurais envie de parler. Je peux faire quelques références en vanne et tout ça, mais ça suffit pas pour développer un propos et de le creuser un petit peu. Et donc j'avais envie de créer ce format-là pour ça, pour creuser des sujets et essayer de choper aussi des points de vue, ce que je vais appeler la zone grise. En vrai, j'aurais pu appeler ce format
la zone grise ou 50 nuances de gris, bon, il y en a un, le titre est déjà déposé. Mais, mais non, mais c'est vraiment trouver ces points de vue-là sur des sujets qui soient perso, l'actu qui se passe dans le monde, des choses de la vie quotidienne, peu importe, des relations entre des groupes sociaux, de trouver cette zone grise qui est genre ni totalement pour, ni totalement contre, ni totalement une affirmation, ni totalement une négation, et genre d'avoir une réalité un peu plus complexe, parce que je me suis rendu compte que j'aime vraiment, 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 vraiment ça, chercher, remuer un peu cette zone grise, quoi. Donc j'aurais pu l'appeler comme ça, hein. Bon, peut-être que j'en lancerai un autre qui s'appellera zone grise, hein. Allez, voilà, ça. Petite idée pour la route. En tout cas, voilà, c'est des réflexions qui me sont venues pendant les 168, c'est tellement dur à dire comme chiffre. Non, non, pendant les 168 dernières heures et que j'ai passé en vacances à m'ennuyer, évidemment, de manière assez extrême et totale et absolue, dans le temps et dans l'espace. Non, parce que les vacances, c'est extrêmement difficile pour moi. Hop, transition magique, hein. Voilà, j'ai été transitionneur pendant 2 ans dans le sud de la France. C'était un métier saisonnier. Euh, je, je polissais des transitions. Non, pardon, excusez-moi, ça me fait penser là, je fais une blague. J'ai reçu aussi des réflexions, avant de vous parler de mes vacances, des réflexions qui disaient oui, tu dis que t'es sans filtre ou que t'es toi-même dans 168, mais quand même là, à cet endroit, t'as fait une blague. Alors attention, faire des blagues ne veut pas dire ne pas être soi, hein. Je veux dire, ça fait un peu partie de ma nature, enfin de ce que je suis très spontanément de faire des blagues. Ce n'est pas forcément un faux moi. C'est juste que je fais une blague. Voilà. Je considère qu'on devient faux quand on porte et on appuie des points de vue, des opinions qui ne sont pas vraiment celles auxquelles on croit. Pour revenir aux vacances, c'était terrible. C'était de l'ennui en barre, les amis. Hein, pourquoi? Bah déjà parce que je déteste les vacances. Pourquoi? Deuxième pourquoi, hein, technique de l'enfance. Pourquoi? Parce que j'ai un métier que j'adore, métier passion, j'en vis, ça fait plaisir, et que j'adore les blagues. C'est que pour moi les blagues c'est vraiment genre la meilleure chose sur terre. Après, il y a, je dirais, le pesto et à égalité avec le sexe. C'est vraiment ma trilogie, ma trinité sacrée. Et non, j'adore les blagues. Et tout ce qui n'est pas des blagues est genre vraiment moins bien, en tout cas dans mon ressenti, dans mon expérience personnelle, dans mon intimité. Bonjour. Bruit de bouche. Non, mais c'est que c'est vraiment moins bien. Donc, en fait, pendant les vacances, je n'arrive pas à me reposer, parce qu'évidemment, je repense à des blagues que je préfère. Je m'ennuie, parce qu'évidemment, se balader autour d'un lac, ce que j'ai fait, puisque j'étais à Annecy. Voilà, je balance mes petites astuces, vous connaissez mes bonnes adresses. Non, mais, enfin, bref, et on s'emmerde. En tout cas, quand on est humoriste, en vacances, on s'emmerde. Est-ce que cette affirmation est vraie? J'en ai absolument aucune idée. Est-ce que je me suis un petit peu avancé de manière présomptueuse? Totalement. Est-ce que je regrette? Absolument pas. Non, mais en tout cas, les vacances, c'est horrible pour moi car je m'ennuie. Les activités champêtres, non. Les activités urbaines, non. Le tourisme, encore moins. Vraiment, voilà, tout ce qui est Lonely Planet, euh, cheminée. On met le Lonely Planet et le guide du routard dans la cheminée et on se réchauffe. Hop, 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 hop. On se rajoute un plaid par-dessus parce que voilà, il fait vraiment froid et on rejette un Lonely Planet de Bali. Voilà. Non, c'est terrible. Et je m'ennuie tellement qu'il se passe un phénomène très particulier en vacances. C'est que je deviens un sociopathe, hein. Dans la vie de tous les jours, je suis plutôt jovial, je suis facétieux, j'aime la chaleur, hein, c'est mon caractère ibérique. J'adore l'huile et évidemment tout ce qui est calamar farci. Et, et je me fatigue moi-même. Et en vacances, quand je pars tout seul, ce qui a été le cas là, puisque j'ai besoin de me retrouver tout seul, hein, quand je suis dans un lieu que je ne connais pas, où j'ai pas mes repères, je me referme sur moi-même et je deviens un espèce de mélange d'autiste sociopathe où je pense je dégage une impression de genre ne me parlez pas sinon je vais vous tuer, et vraiment les gens ne viennent pas vers moi parce qu'ils sentent la personne qui est fermée sur elle-même,
Euh, et voilà, et comme moi je n'ai pas envie d'aller vers les autres et les autres n'ont pas envie d'aller vers moi, je passe généralement un séjour de solitude face à moi-même à regarder les gens vivre, ce qui n'est pas désagréable, hein, ce qui donne évidemment des petites idées de vannes, de sketch, de réflexion sur la condition humaine, notre impermanence, ouais, notre besoin de divertissement. Euh, non, mais je pense que c'est très inquiétant à voir Pablo Mira en vacances. Je viens de parler de moi à la troisième personne. C'est la deuxième fois que je me dégoûte depuis le début de cet épisode. Non, mais en tout cas, les vacances, c'est pénible pour moi et c'est pénible aussi parce que je ne sais pas ce que je veux. Je sais que je vais m'ennuyer en vacances, mais il faut que je prenne des vacances. Sinon, évidemment, on est sur un burn-out ou un truc comme ça. Donc, je suis obligé de partir en vacances. Mais je m'ennuie généralement au bout de 2, 3 jours. Et en même temps, j'ai besoin de cet ennui qui est extrêmement pénible à supporter pour avoir des nouvelles idées, avoir des nouvelles réflexions, prendre un peu de recul. Donc, je suis là à me dire, allez, vas-y, ennuie-toi, Pablo, ennuie-toi, arrête de chercher des distractions. Ennuie-toi, vas-y, laisse-toi des journées et des journées entières de rien qui vont t'angoisser, comme ça tu auras des nouvelles idées en réaction face à cet ennui abyssal. Et généralement ça marche. Je laisse l'ennui arriver, alors c'est pas facile parce qu'il y a toujours des distractions, Netflix, mon propre reflet dans le miroir. Et quand je le laisse bien arriver, l'ennui, voilà, thermostat 5, on arrive, on sent que voilà, on plante un couteau dedans, hein, il n'y a pas de trace de pâte, et bah ça veut, ça veut dire qu'il y a des nouvelles idées qui vont arriver. Mais tout ça se fait évidemment dans la douleur, dans des insomnies, hein, face à l'ennui des vacances. Et généralement, je suis extrêmement content de rentrer pour reprendre mon métier, qui est par exemple de vous dire des choses plus ou moins drôles, comme par exemple lors de ce podcast qu'on pourrait qualifier de 168. Rapport au nombre d'heures qu'il y a dans une semaine. Hein, reste vigilant dans ta vigilance. Pendant ces vacances, évidemment, j'essaye généralement d'avoir une hygiène de vie. Hein, de me dire, Pablo, ressaisis-toi, mange correctement, dors bien, fais du sport. Essaie de faire du sport à Annecy. Hein, de courir le long du lac. Et là, je me suis rendu compte qu'à 35 ans, j'avais une condition physique d'un homme de 74 ans, atteint d'une grave maladie qui va l'emporter dans 48 heures. Non, non, là je crois qu'il faut que je fasse le deuil, les amis, de quelque chose. Hein, du Pablo Mira chat maigre, comme on l'appelait. Hein, celui qui faisait des parcours santé en forêt de Saint-Cloud. Putain. Hein, celui qui était à peu près équilibré, qui voyait encore son pipou. Non, là c'est fini. Ah, voilà, le moindre footing, il est pénible. Je suis passé dans une autre catégorie, dans une autre forme d'existence. C'est comme si Dieu avait pris mon âme, hein, pour peu qu'il y en ait une, et a dit tiens, maintenant, ça y est, on va te la prendre et on va te la mettre dans un autre corps qui est genre beaucoup plus douloureux à activité égale. Je crois que la transition s'est faite il y a un an, je me suis fait carotte pendant une nuit, j'ai pas vu le truc et il y a eu un petit transfert. Voilà, je suis dans un corps qui est genre visuellement quasi identique, mais avec un cœur très compliqué. Parce que c'est très étrange. Alors moi, je fais de la course à pied, voilà, je vous dis tout. Hein. J'ai plus de zone d'ombre. Vous me connaissez comme un par cœur. Vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. Non, je fais un petit peu de course à pied. Et là, j'ai embrayé, j'ai embrayé sur un sketch de mon spectacle qui commence comme ça. Non, mais la réalité, c'est que c'est fini. J'ai des stats, ça n'existe, elles n'existeront plus. Hein. Alors oui, à la rigueur, il faudra que je trafique l'appli pour avoir des chiffres qui remontent à la jeunesse. Mais c'est fini, c'est fini. Les abdos, j'ai cru à un moment donné les abdos. Jusqu'à 34 ans, j'ai cru, je me suis dit c'est possible. Là, c'est fini. D'ailleurs, j'ai vu passer un truc à propos des abdos qui était, si je retrouve le truc, euh, pourquoi les abdos fascinent autant depuis si longtemps. Et c'est une bonne question. Et semble-t-il, ça remonte à l'Antiquité grecque. Les statues avec un mini pipou un petit six-pack hellénistique. Je sais pas comment on dit. Je ne sais plus. Il y a tellement de mots que je ne connais pas. Mon Dieu. Je devrais lancer un podcast où je lis juste des mots et que je ne connais pas et je les apprends avec vous et on enregistre ça. Est-ce que ce serait intéressant? Non. Est-ce que ce serait moins intéressant que l'épisode que vous êtes en train d'écouter? Pas sûr non plus, pas sûr. Hein. Je reste évidemment modeste. Hein. Peut-être que mes aventures personnelles autour du lac d'Annecy ne vous intéressent pas et vous en seriez évidemment
récompenser, ce qui ne veut rien dire. Non, je reviens sur les abdos. Moi, j'ai cette fascination des abdos. Hein. Alors, double sentiment de culpabilité, évidemment, hein, puisque ce podcast est un podcast de psychanalyse. Euh, ça renvoie à mon complexe de frat. Non, double culpabilité. Pourquoi Parce que je m'en veux de vouloir un truc aussi superficiel et inutile que des abdos. Ah, enfin, inutile, hein, ça permet aussi de choper. Hein, c'est un bon petit échantillon, un petit produit d'accroche, quoi. Produit d'appel. Mais non, je trouve que c'est quand même assez superficiel de vouloir à tout prix des abdos et d'avoir ça dans ses valeurs cardinales. Mais je m'en veux aussi de ne pas les avoir, les abdos. D'être genre pas assez investi dans mon effort physique pour essayer d'avoir ces abdos. Et d'aimer trop le pesto, par exemple, et l'huile et les calamars farcis pour avoir des abdos. Donc je suis rongé, quoi qu'il arrive, par la culpabilité de ce que je suis physiquement et de ce que je suis psychologiquement. Est-ce que je vais me suicider à l'issue de cet épisode? Non. Pourquoi? Parce que le prochain épisode, je dois absolument le faire. Il est sponsorisé par une marque de ravioli. Non, non, ça me ronge pas jusque-là, mais voilà, il se passe quelque chose. Hein. J'ai l'impression, à propos des abdos, de me dire ah, Pablo, t'es une merde physique, et t'es une merde humaine aussi. Allez, bon vent, mon garçon, amuse-toi, va faire un épisode de 2 en 2. Non, écoutez, hein, j'allais dire, on est comme on est, ce qui veut encore rien dire. Écoutez, c'est comme ça. Je suis fasciné par les abdos. Hein. Il y a quelque part de l'envie quand je vois un homme qui a suffisamment travaillé, genre des heures et des heures, et fait des sacrifices alimentaires notamment pour obtenir ses abdos. J'envie cette personne. Je suis jaloux. D'ailleurs, je le dis. Je le dis, je suis une personne jalouse. Oui, ça fait partie de mes petits moteurs hein, pour essayer de progresser, de garder une activité. Je suis jaloux. Alors, évidemment, les gens que je jalouse le plus sont les personnes que je considère plus drôles que moi. Hein. Alors évidemment, je les respecte parce que je les trouve exceptionnelles, mais je les jalouse intérieurement. Et ça, c'est un truc, je me suis rendu compte de ça. C'est que les humoristes sont quand même assez libres et sont assez introspectifs, surtout les mecs du stand-up. Euh, qui sont beaucoup sur leur vécu, leur histoire, leurs expériences et tout ça. Il n'y a pas grand monde. Il doit y avoir forcément quelqu'un, mais je n'ai pas vu, alors que je regarde quand même beaucoup d'humoristes et tout ça. Il n'y a pas grand monde qui parle du fait d'être jaloux. Et je sais que les humoristes sont jaloux entre eux. Parce que je connais des humoristes, je parle avec eux. Ils sont plus ou moins jaloux. Il y a des gens qui ne le sont absolument pas. Genre Guillaume Maurice, qui est un lac géant d'équanimité et d'absence de jalousie vis-à-vis des autres humoristes. Ça, c'est brillant. Il a de la chance. Il y a ceux qui sont très très jaloux, genre moi, et je sais pas quoi en faire de ce truc-là. Mais ils en parlent pas beaucoup. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres, des humoristes qui sont jaloux. Comme je suis sûr qu'il y a plein d'artistes qui sont très jaloux d'autres artistes qui ont du succès, qui ont fait une chanson qu'ils trouvent cool. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. On est quand même sur une des tares, un des défauts les moins évoqués par les artistes, qui sont quand même des monstres d'ego parce qu'ils se nourrissent d'attention et d'amour de leur public. Et s'ils n'en ont pas assez ou si d'autres en ont plus, ces gens-là sont évidemment très déçus et deviennent agressifs à l'intérieur dans leur cœur. Ce qui est mon cas. Mais je trouve pas beaucoup d'humoristes, d'artistes qui évoquent la jalousie. D'ailleurs, en vrai, si j'élargis un petit peu, je vois pas beaucoup de gens tout court qui évoluent dans l'espace public, même des journalistes, même des hommes politiques, je sais pas, évoquer ce sentiment de jalousie. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont des monstres d'absence de jalousie et ce sentiment-là n'existe pas à l'intérieur d'eux, alors qu'a priori on est plutôt sur un sentiment universel, j'aime pas ce mot, mais en tout cas qui existe dans toutes les cultures. Je sais pas pourquoi je parle, mon accent ibérique ou lusophone, euh, mais, mais qui existe dans toutes les cultures et de tous les temps, partout, il y a eu de la jalousie.
mais personne l'évoque. Et moi, ça me sidère. Donc j'ai l'impression d'être tout seul, d'être la dernière ambassade de la jalousie, du jalousistan, et d'être son dernier représentant. Bien sûr, la jalousie, un sentiment, là encore, qui me détruit à l'intérieur, puisque j'aimerais ne pas être jaloux dans l'absolu, puisque ça prend de l'énergie d'être jaloux, et en même temps, je suis obligé de dire que c'est un foutu moteur. Hein, parce que quand je vois quelqu'un qui fait un truc bien, alors après, il y a l'envie et il y a la jalousie. Hein. L'envie, à la rigueur, j'y réfléchis à voix haute, hein, j'ai pas de certitude là-dessus. L'envie, c'est juste de vouloir quelque chose que l'autre a. Donc si c'est la gloire et le succès, franchement, je m'en fous un peu. La jalousie, pour moi, il y a une teinte de genre, ah, il a le talent que moi j'ai pas. Alors en fait, c'est exactement la même chose, c'est sans doute une forme de l'envie, la jalousie. Ou alors c'est peut-être la forme la plus négative et agressive de l'envie, la jalousie, j'en sais rien. Mon cursus de philosophie est pour l'instant trop faible. Hein, il va falloir que j'écoute un peu plus France Culture. Mais en tout cas, c'est un moteur pour moi. Quand je vois quelqu'un être très bon, je me dis ah, mais j'ai envie d'être aussi bon que elle ou lui, et va falloir bosser. Et ça me fait avancer, ça me fait me mettre en action, ça dégage de l'énergie et tout ça. Après, il y a l'envie qui me prend l'énergie, qui est juste quelqu'un que je trouve moins bon, qui a plus de, comment dire, de pas rétribution, plus de retombées, que ce soit en termes d'argent, de gloire, de ce que tu veux. Et là, je me dis, mais attends, c'est injuste qu'ils reçoivent tout ça. Et là, je suis juste dégoûté, au fait. Et euh, ça me pousse pas à m'améliorer. Ça me pousse juste à dire, hein, le système, l'industrie, vraiment un chien, injuste. Passe-moi du pesto. Ça, c'était une imitation de moi-même en train de fondre dans une cuve de jalousie acide. En tout cas, je suis content. Je suis content de vous en parler. Je crois que c'est la première fois que j'évoque le fait d'être jaloux des autres et le fait d'être un peu interpellé par le fait que pas grand monde parle de la jalousie. Alors, c'est la première fois que j'en parle. Je pense que c'est parce que le format le permet. Euh, Il y a un vrai truc avec ce format, c'est-à-dire d'avoir juste le son, pas d'interlocuteur, juste soi-même. En vrai, on arrive à être un chouïa plus honnête et sincère que dans les autres formes. Même une forme d'interview, par exemple. Il y a des interviews où on a une question et on essaye d'y répondre. Et bah généralement le cadre des caméras, un studio, le fait que ce soit de la promotion pour un spectacle ou un format, ce que tu veux. Le format, le fait que ce soit formaté dans le temps, qu'on ait que 1 minute par réponse, eh ben on n'a pas la place, on n'a pas l'occasion de parler de ce genre de ressenti, quoi, parce que les gens s'en foutent. Alors que là, vous qui écoutez ça, a priori, c'est plutôt le genre de sujet, de thème qui peut vous intéresser. Et après, ça c'est l'aspect extérieur, et après, il y a ce truc-là où j'ai, sur de la comédie, un peu du mal à parler de moi. C'est comme ça. Allez, salut, bonne semaine, à la semaine prochaine. Mon Dieu. Non, j'ai un peu de mal à parler de moi parce que je me suis rendu compte que j'ai été bercé, j'ai biberonné, j'ai horreur de ces deux termes. En tout cas, que ce qui a fait ma culture d'humour, c'est vraiment des choses qui parlent du monde extérieur et pas trop de soi. C'est la télé des inconnus qui parodiait justement la télé derrière la société française, mais les inconnus ne parlaient pas d'eux-mêmes. Les Guignols de l'info qui parodiaient le monde. South Park qui parodiait le monde. Alors même s'il y a quelques épisodes où Trey Parker et Matt Stone ils parlent d'eux-mêmes, généralement avec une parabole ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu The Onion, et même les humoristes que j'ai aimés, c'est vraiment des humoristes qui parlaient du monde qui les entoure, que ce soit en interprétant des personnages ou en parlant à un public. C'est vraiment mon école de comédie, et sur scène, à quotidien, à France Inter. Euh, Généralement, je parle du monde qui m'entoure. Alors, quand je parle de moi,
c'est généralement de manière ironique ou en mitonnant un peu pour créer un espèce de personnage comique et tout. Mais là, comme il n'y a pas du tout ce cadre-là, et que l'objectif de 168 n'étant pas de faire rire à tout prix, mais en tout cas d'être le plus sincère possible, euh, et bah il y a pas ce truc-là il faut être drôle tout le temps concernant le monde extérieur. Ce qui n'est pas désagréable. Alors après, j'ai l'impression évidemment d'être un très très mauvais humoriste quand je fais ce genre de choses, mais ça permet de dégager d'autres choses. Pas inintéressant, les podcasts, pas inintéressant, hein. Internet, c'est vraiment le futur, hein, voilà. Non, non, il y a un truc que j'ai relevé, un truc que à la fois je l'entends et je le sens dans les attitudes, dans les discours et tout ça. Euh, je- j'ai parlé, je sais plus dans quel épisode, de 168, de la télé, du fait que la télé avait pour moi plus grand chose de bien à proposer juste d'un point de vue créatif et que c'était encore un endroit bon, où il y avait des choses qui sont bien produites, genre qu'on aime ou pas hein, le contenu et ce que ça raconte, mais en tout cas dans la fabrication, il y a des moyens et c'est fait de manière professionnelle, genre The Voice, Incroyable Talent, j'en sais rien, Vendredi tout est permis, des choses que je regarde pas parce que j'aime pas, mais qui sont quand même ce qu'on va appeler bien produites. Mais il y a un autre discours en face, chez plutôt les gens qui sont qui bouffent Internet et qui ont complètement délaissé la télé. Alors il se trouve que j'ai vraiment, on va dire quasiment complètement délaissé la télé, c'est-à-dire que je n'ai pas de télé chez moi, je ne regarde pas la télé, mais je regarde de temps en temps des contenus qui sont diffusés à la télé, mais je les regarde en replay. Je regarde Vue, qui est l'équivalent du zapping sur France Télé. Je regarde quelques extraits d'émissions, peut-être de Click, vite fait quelques extraits de Quotidien, et je crois que c'est à peu près tout. Des JT et quelques magazines d'infos. C'est genre à peu près tout, mais ça représente par semaine, peut-être 45 minutes. Tout le reste, c'est du contenu web pur et tout. Donc, on va dire que je suis techniquement pas très loin de l'abandon total de la télé, quoi. Et pour bouffer énormément d'Internet. Et il se trouve que cette année, je vais plus sur Internet que d'habitude, entre, on va dire, les podcasts, Twitch, en 2-2, YouTube, etc. etc. Je suis en train de me faire un peu plus aspirer par Internet, mais c'est très bien. Mais j'ai remarqué un truc chez les gens qui produisent du contenu sur Internet, qu'ils soient plus ou moins jeunes, c'est le côté, c'est un discours que j'entends qui est la télé, c'est fini, c'est pour les anciens, c'est c'est le média d'avant. Et ça, c'est un discours que j'entends pas mal. Et moi, il y a un truc qui me sidère, il y a deux choses. C'est que les mecs qui disent ça ne font que reproduire sur Internet des formats qui existent déjà en télé. C'est-à-dire que tu peux avoir des gros youtubeurs qui disent la télé on n'aime pas, c'est vraiment un truc d'avant, c'est nul et tout ça, et qui en fait ce qu'ils font c'est soit des reportages, soit des jeux comme on pouvait avoir à l'époque de la méthode Coé ou de n'oubliez pas votre brosse à dents ou des trucs à la Lagaffe même. Ils reproduisent, ils reproduisent des contenus, des tons, des énergies qui sont juste des trucs qui existent en télé depuis 30 ans, sauf qu'ils le reformatent un peu pour le web, c'est-à-dire dans la durée, ils resserrent, le montage est plus cut, il y a des zooms dans l'image, etc. etc. Le ton est un peu plus détendu, mais c'est genre l'idée de base, le concept, c'est juste des trucs de télé et généralement c'est plus cheap parce que juste l'économie du web est beaucoup plus serrée même si tu es un gros youtubeur et que tu as une marque qui vient et qui met un gros billet pour financer sponsoriser ta vidéo, bah je crois que tu auras quand même toujours moins de thunes qu'une émission de télé qui est vendue, je dis n'importe quoi, 100 000 balles pour une heure d'émission et qui a une rédaction entière pour faire cette émission. Et, euh, et c'est juste que Internet, c'est vraiment, en vrai de vrai un peu aujourd'hui, en partie, il n'y a pas que ça, c'est genre beaucoup plus créatif que la télé. Parce qu'au fait, chacun peut maintenant créer quelque chose. Je parle même pas en vrai de TikTok en plus qui a facilité le montage vidéo, la création de contenu clippé et tout ça. Mais genre, Internet, c'est beaucoup plus créatif. Et pour être sur Twitch,
Il y a des trucs fous et géniaux, et pareil sur YouTube, mais c'est juste que c'est infiniment plus cheap que la télé. Dans l'habillage, le montage, la production, et puis il y a beaucoup de formats qui ont déjà été faits. Il y a 14 000 immersions de type, je passe une journée avec les gagnants du loto, je passe une journée avec les militaires de tel régiment. Des reportages avec les militaires, il y en a eu 10 000 depuis 20 ans. Ils sont tous sur Enquête exclusive ou W9 ou TMC. Enfin, juste, tu crées rien de nouveau. Faire des challenges avec des comédiens et tout ça, bah, c'est bon, ça existe depuis la méthode Coé, même avant. Donc, c'est pas non plus super, super créatif. Alors, est-ce que c'est parce qu'au fait, quand tu es tout seul, bah, une fois que tu as fait des vidéos dans ta chambre, bah, tu peux pas faire non plus 10 000 choses avec les moyens du bord, et qu'au fait, tu dois te rabattre sur des formats qui existent déjà. Genre les micro-trottoirs, il y a des micro-trottoirs qui cartonnent sur le web, je les aime bien, c'est des bons micro-trottoirs, mais c'est des micro-trottoirs, ça fait genre 45 ans que ça existe. Et il n'y a pas de problème, continue à faire des micro-trottoirs, peut-être que j'en ferai un jour, c'est juste, arrêtons de dire qu'Internet est forcément mieux que la télé, et que la télé, c'est le média d'avant et que c'est terminé. Et puis accessoirement, quand on regarde économiquement, ça n'a pas grand-chose à voir, même si la télé a moins de thunes, elle a aujourd'hui encore 10, 15, 20 fois plus de thunes que sur Internet. Voilà, c'était le petit moment, c'était la petite chronique média de Julien Belvert. Je me rends compte que j'ai pas fait de vanne depuis 25 ans. Hein. Il serait temps que je me réveille, mon garçon. Hein, voilà, physiquement, on va faire du gainage. Et puis, gaine ton humour aussi, Pablo. Gaine ton humour. Non, voilà, c'était un sujet un peu sérieux, mais j'avais envie de parler de ça. Et juste de pas tomber dans un truc un peu manichéen, puisque je rappelle que j'aime tout ce qui est de l'ordre de la zone grise intellectuelle, et que genre tout n'est pas top chez Internet, et tout n'est pas top dans la télé, et inversement. Voilà, juste de la nuance et du gainage, et puis de la vigilance dans la vigilance. Évidemment. C'est tout ce que j'avais à évoquer avec vous aujourd'hui. Ça fait 37 minutes que ce podcast est commencé. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? J'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain. Je vous fais évidemment tout ce qui est de l'ordre du besos, hein, abrazo, ça veut dire je suis Charlie en espagnol. Euh, non, j'espère que vous allez bien. Amusez-vous, pensez à être facétieux, faites-vous des petites blagues, hein, voilà, tire mon doigt, ce genre de choses. Non, mais voilà, détendez-vous, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Allez, besos.